Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux mais pas trop. pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. N'hésitez pas à nous écrire à meropodcast.fr@gmail.com pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. On lit tout le courrier, avec ou sans pinceau magique. Ceci est l'épisode 32, l'homme qui ne pouvait pas trahir. Comme vous l'avez déjà compris si vous nous suivez régulièrement, l'armée romaine du Bas-Empire ne ressemble pas tout à fait à ce que l'on imagine, avec en particulier une forte présence de barbares d'empire que l'on peut trouver à tous les postes, y compris les plus élevés. Triomphe de la méritocratie ou nécessité faisant loi, là n'est pas encore la question. Mais il y a autre chose en cette année 355 que l'on peut trouver à foison dans cette armée bigarrée, en particulier à Milan. Il s'agit bien sûr de complots et autres intrigues. Complots pour savoir qui recevra un peu de gloire de la part d'un empereur bien parano. Et ce ne sont pas les ambitieux et autres larbins entourant Constance qui sont en reste. Un palais où vient d'ailleurs de se produire un coup de théâtre spectaculaire cet été, avec des lettres truquées, fabriquées par un certain Dynamius, pour perdre l'homme le plus en vue de l'année, le général franc Sylvain, qui a pris le contrôle des armées du nord de la Gaule. Sauf que ce courtisan, qui a démarré toute l'affaire avec ses lettres truquées, a fini par s'en mêler les pinceaux. Je sais, c'est un comble. Un raté qui va faire tâche sur son affaire pourtant rondement menée jusque-là, comme nous allons le voir dans cet épisode. Les premiers courriers de Dynamius avaient bien fonctionné pour faire croire à Constance que Sylvain était en train de le trahir. Lettres suspectes renforcées par la petite cabale des dignitaires anti-Sylvain qui ont intelligemment soufflé sur les braises de la paranoïa de l'empereur. Et le tour était joué. Enfin, presque. Car une opposition surprise est venue faire dérailler le plan des comploteurs. Les amis de Sylvain, des militaires francs comme Malaricus, bien placés à la cour, ont refusé de croire à ce fameux complot et sont venus plaider courageusement l'innocence de Sylvain. Sans trop de succès d'ailleurs, puisque Constance a refusé d'envoyer l'un de ses amis le chercher et a délégué un de ses sbires pour ramener le pseudo-traître, mort ou vif. Sauf que, coup de théâtre, Malaricus en personne a fini par tomber sur une de ces lettres truquées, qui non seulement est fausse, mais qui en plus l'implique personnellement. Cette fois, Malaricus sait que cette trahison est totalement bidon. Dynamius en a fait un petit peu trop en fait, et lui a servi sur un plateau la preuve du complot que cherchait Malaricus. Mais notre franc se trouve face à un dilemme maintenant. Comment faire éclater la vérité à la cour de Constance? Aller voir les autres dignitaires de la cour et montrer cette lettre comme une pièce à conviction? À la base, la lettre démontre la soi-disant culpabilité de Malaricus en plus de celle de Sylvain. Et si la cour est vraiment truffée de ses ennemis politiques, la preuve de son innocence n'arrivera jamais jusqu'à Constance, ou sera déconsidérée par ses adversaires comme arbétion, avant même d'être lue devant l'empereur. La meilleure option pour Malaricus, c'est clairement de ne pas passer par le canal officiel en espérant naïvement que les institutions judiciaires impériales fonctionnent pour une fois. Non, notre officier franc prend l'autre option, sans doute moins conventionnelle, mais plus en phase avec son tempérament de militaire un peu direct. Malaricus rameute tous les francs de Milan et commence à faire un scandale. Il hurle au milieu du palais impérial, preuve à la main, que l'affaire Sylvain est un complot dirigé contre eux, les Francs, cabale monstrueuse pour tous les perdre. Les officiers militaires présents rentrent dans une rage folle en entendant ça. Et ils se mettent à faire une pagaille monstrueuse devant cette traîtrise, menaçant de se révolter avec tous leurs compatriotes sur le champ. Semer le souk pour éviter la censure de la cour et en appeler directement à l'empereur. Une bonne technique d'agitateur qui correspond bien à l'image classique du barbare comme les Romains les aiment. Incontrôlable, sans gêne et mal poli. Et au passage, on apprend, ou plutôt on confirme, deux choses intéressantes dont nous nous doutions via cet épisode narré par Ammien Marcellin.
D'abord, les Francs ne sont pas en nombre négligeable au sein de la cour. Ils occupent une partie significative des postes de l'armée et pas seulement dans les castrums sur le Limès, surtout s'ils sont assez nombreux pour mettre le souk à Milan. Et la seconde chose, concernant ce bordel bien organisé, oui je sais, là aussi c'est antinomique, c'est qu'il s'agit d'un joli coup politique de Malaricus, homme qui se révèle plus subtil que son stéréotype du franc habituel, brave et pas très malin. C'est vrai que brandir l'argument du complot contre tous les Francs, alors que jusque-là, ce n'était que Sylvain, la cible, est un coup de maître. Alors que la conjuration ne les vise pas du tout comme communauté en fait. Arbétion lui-même étant probablement un Franc. Mais c'est de bonne guerre. En créant une caisse de résonance suffisante pour unifier toute la communauté de Milan, le problème ne peut plus être juste traité discrètement, comme une affaire de justice lambda. L'empereur réagit d'ailleurs au quart de tour devant le bazar généralisé. Ce qui se comprend assez bien, vu que dès que quelqu'un crie complot à côté de lui, Constance a pour habitude de ne pas prendre ça à la légère. Il faut se rappeler quand même de qui est Constance II et d'où il vient. Son père, Constantin le Grand, a fait exécuter sa mère et son demi-frère Crispus parce qu'il les soupçonnait d'ourdir un complot contre lui. Constance II lui-même a mené un complot avec ses deux frères pour éliminer leurs oncles et leurs cousins à la mort du père pour garantir leur propre prise du pouvoir. Des frères disparus trop tôt, le grand assassiné par le petit Constant, lui-même exécuté 10 ans plus tard lors du complot de Magnence. Magnence qu'il a fallu combattre en laissant les affaires d'Orient entre les mains du petit cousin Gallus qu'on a finalement décapité sous prétexte qu'il complotait. Alors oui, quand Malaricus hurle le mot complot, immédiatement, Constance prend ça tout à fait au sérieux. D'autant qu'une bande de francs d'Empire à sa cour, c'est le genre de groupe qu'on préfère ne pas laisser s'échauffer sans rien faire. L'empereur convoque donc toute la cour sur le champ, les civils comme les militaires. Et là, exige qu'on réévalue l'affaire en public. Les spécialistes commencent à observer la lettre de Malaricus, qu'il prétend être un faux, et la preuve du complot. Apparemment, l'affaire tourne en rond un petit moment, puisqu'après tout, une lettre est une lettre. On croit ce qui est écrit dessus ou on n'y croit pas, et il n'est pas évident que de la brandir en braillant que c'est du bidon prouve quoi que ce soit ou suffise à convaincre Constance. Et là qu'arrive la grosse surprise de notre histoire. Un honnête conseiller de Constance, sans doute avec des yeux bioniques, va tout à coup réaliser qu'effectivement, on a effacé les caractères en dessous. Il repère les caractères effacés par le pinceau de Dynamius et découvre l'arnaque. Une belle conclusion qui retourne la situation et amène l'empereur à casser le premier jugement et à blanchir Sylvain. Alors on a envie de dire ouf avec Malaricus, mais on a surtout envie de dire que ça a l'air un peu trop beau cette histoire d'écriture magique démasquée devant l'empereur, un vrai Deus ex machina, comme le disaient les écrivains grecs et latins, pour se sortir d'une fin hasardeuse. Mais bon, soyons bon public. Mais pour Sylvain, qu'est-ce que cela signifie? Il va être rappelé auprès de l'empereur et blanchi? Et dire qu'on critique les séries B d'Hollywood? Eh bien non. C'est là que la fatalité gréco-romaine s'en mêle, j'imagine. Non, Sylvain, toujours reclus dans son quartier général de Cologne, n'a pas le moindre écho du retournement de situation à Milan. Les courriers impériaux, même avec le réseau routier romain et les cavaliers affectés au transport des dépêches, ne peuvent pas faire beaucoup plus que 100 km par jour. C'est plus rapide que presque tout ce qu'on fera pendant les 1500 ans suivants, d'accord. Mais Milan et Cologne restent quand même séparés par environ 1000 km. Aujourd'hui, comme à l'époque antique. Donc je vous laisse faire le calcul. Or, en Gaule, à ce moment-là, si vous vous rappelez, on a toujours le premier envoyé de Constance qui remonte vers son QG. Le terrible Apodème, l'affreux courtisan spécialisé en basses œuvres qui a fait exécuter Gallus. Et Apodème, lui, n'a pas pour mission d'amadouer Sylvain. Non, on a choisi cet homme pour aller chercher un traître et le ramener manu militare à Milan pour rendre compte de ses crimes. Et la réputation de la cour de Constance, c'est qu'on accuse d'abord, voire on exécute d'abord, et seulement après on regarde les preuves. Donc Apodème n'a pas posé la sandale en Gaule, que plus personne n'a de doute sur ses intentions. L'envoyé impérial se dirige lentement vers Cologne, en maltraitant les amis de Sylvain et en clamant un peu partout
qu'il vient au nom de l'empereur, pour chercher lui-même le traître. Envoyer Apodème, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire pour convaincre un officier de venir se soumettre à la justice de l'empereur. Sauf si on veut lui faire bien comprendre à l'avance qu'il va prendre cher. Un message pas très subtil qui arrive rapidement aux oreilles de Sylvain à Cologne, vu que de toute façon, les premières décisions qui ont été prises à la cour, à la lecture de la première lettre de Dynamius, ont été rendues publiques. Inévitablement, c'est l'heure du choix pour Sylvain, qui, à ce stade, ne sait rien du retournement qui vient de se produire à Milan. Mais par contre, qui sait très bien qui est Apodème et comment il a géré le dernier procès d'un grand personnage de l'État avec Gallus et son exécution express. Sylvain est ce qu'on peut appeler un partisan dévoué de Constance. Sa famille doit tout à l'empereur et à son père. Lui-même a trahi Magnence pour le rejoindre tôt durant la rébellion de 351 et il a reçu des honneurs et une promotion incroyable pour son âge grâce à lui. Mais si Sylvain en est arrivé là, c'est sans doute grâce à sa fidélité, d'accord, mais aussi parce qu'il est malin et calculateur, comme l'a prouvé l'épisode de la bataille de Mursa. Un homme qui sait faire les bons bilans au bon moment et prendre les décisions qui s'imposent, même les difficiles. Eh oui, je me mets 2 minutes à la place de Sylvain. Ça fait pas un pli. Son empereur est un gros connard, doublé d'un parano de première qui lui a envoyé un sbire afin de s'occuper de son cas. Pas la peine de regarder les entrailles d'un poulet pour deviner l'avenir qui lui est promis. Il n'a plus qu'à numéroter ses abattis. Mais si on y regarde de plus près, on ne peut que trouver étrange ce choix pour arrêter un probable usurpateur à la tête d'une super armée que de lui envoyer en fanfare un homme réputé pour être un bourreau. Exactement l'inverse de ce qui s'est passé avec Gallus, qu'on a attiré subtilement loin de sa province pour le mettre à mort. Encore une fois, c'est le texte qui nous est rapporté. Mais il y a quelques incohérences dans le scénario depuis le début. Et on ne peut que s'interroger sur l'effet escompté. En tout cas, ça ne laisse pas beaucoup d'options à Sylvain à ce stade s'il ne veut pas se soumettre à la justice avec de gros guillemets de Constance II. Première option, bien sûr, fuir. Mais ce n'est pas si simple que d'échapper à la puissance romaine quand vous vivez en Gaule du Nord. Sylvain se met à réfléchir à la seule option qu'il peut raisonnablement considérer au vu de la géographie, c'est-à-dire s'enfuir outre-Rhin, partir rejoindre ses lointains cousins les Francs libres. En s'enfonçant en territoire ennemi, il se dit qu'il peut échapper à l'empereur en prenant protection parmi son peuple d'origine. Difficile de dire si l'option est vraiment crédible. Ça voudrait dire que Sylvain a encore assez d'attaches familiales et culturelles pour réintégrer ce monde qui lui est tout de même étranger. Lui, le franc élevé à la romaine. En tout état de cause, le plan va vite être abandonné par Sylvain, qui, à son tour, écoute les conseils de son entourage. Et pas de n'importe qui d'ailleurs. C'est Lanio Guèze, le jeune officier dont on a parlé à l'épisode 26 et qui a assisté Constant jusqu'à sa mort à l'extérieur de l'église de Helne, dans les Pyrénées orientales modernes. À croire que le monde du haut commandement romain est petit et que les officiers francs ont su garder leur job, quel que soit le régime en place. En tout cas, l'agneau Guèze, après avoir servi Constant, après avoir traversé la rébellion de Magnence, est devenu l'un des bras droits de Sylvain, sous le règne de Constance II. Et pour l'agneau Guèze, franc d'empire comme lui, aucune chance pour Sylvain de s'en tirer en passant la frontière, car l'empereur va forcément mettre sa tête à prix. Et au moment même où il rejoindra les Francs libres, Sylvain sera inévitablement exécuté ou vendu aux Romains par ses frères germaniques. Pour l'Agnoghèse, il n'y a aucune solidarité à espérer entre Francs libres et Francs d'Empire. C'est un plan stupide qui ne peut pas marcher, vu que Sylvain a passé ses dernières années à combattre ses hommes. Croire que tout à coup, il peut dégainer la carte du Mais c'est moi votre cousin, sous prétexte que son père ou son grand-père serait né outre-Rhin, est totalement absurde. Eh oui, dommage Eliane. Alors ça ne laisse plus qu'une option à Sylvain, évidemment, celle d'usurper le pouvoir. Et le 11 août 355, Alea Iacta Est, l'empereur Sylvain est proclamé Auguste à Cologne, au milieu de ses troupes, comme beaucoup d'autres avant lui. L'usurpation comme mécanisme pour survivre est la justification. Sylvain veut devenir empereur parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais c'est à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Je me répète un peu, mais je trouve ça un peu bizarre quand même.
Et si c'est le cas, pas franchement fait pour inspirer confiance que de lancer une rébellion comme ça, dos au mur. Ça ne part pas sous les meilleurs auspices, toute cette histoire, si on prend un peu de recul. C'est effectivement la conclusion à tirer de l'épisode, mais à froid seulement. Sur le coup, ce n'est sûrement pas une version rassurante qui atteint Milan dans les jours qui suivent l'usurpation officielle de Sylvain. Pour Constance et sa cour impériale, c'est là le recommencement horrible de la même tourmente des 3 dernières années avec Magnance. Un chef de guerre charismatique franc d'origine, adoré par ses troupes et qui va contester son trône sur le champ de bataille s'il le faut. Constance est effondrée. Une nouvelle fois, il est trahi par un proche, un homme à qui il avait donné toute sa confiance et qui maintenant s'apprête à l'attaquer. Alors d'accord, Constance oublie sans doute un peu vite qu'il vient juste de le menacer de le faire exécuter. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, les conséquences de cette rébellion militaire sont vertigineuses pour l'empereur. D'autant que Sylvain a démontré qu'il était véritablement un bon général et qu'il a dû amasser pas mal de troupes en reprenant le contrôle de la Gaule, en plus de son corps expéditionnaire de 8000 hommes du départ. Constance se décide donc pour la technique qui lui a réussi le mieux jusqu'à maintenant pour faire face au danger. Se débarrasser de Sylvain par ruse et le plus vite possible. Pas de grosse bataille, ni de règlement à l'amiable avec un usurpateur. Non, à la manière de Gallus, Constance sait qu'il a tout intérêt à endormir la méfiance du franc pour mieux le poignarder. Ça a bien marché avec son cousin, alors pourquoi pas avec son ancien protégé? Ni une ni deux, on appelle un autre officier d'Empire, un certain Ursicin, pour accomplir la mission. Ursicin est sans doute un bon choix pour manœuvrer Sylvain en endormant sa méfiance. C'est un soldat comme lui, peut-être même un homme d'origine germanique au vu de son patronyme, et il est réputé comme un gars solide et pas spécialement un courtisan. Cerise sur le gâteau, qui explique le récit détaillé dont on dispose, il a dans son staff un jeune officier promis à une belle carrière d'écrivain. Et oui, Ammien Marcellin lui-même est un des officiers de l'état-major d'Ursicin. Ursicin qui, malgré une bonne carrière d'officier supérieur romain, a besoin de rentrer dans les bonnes grâces de Constance. Notre homme présente en effet quelques lignes peu glorieuses sur son CV après avoir servi sous le César Gallus en Orient. Qu'il soit lui aussi la victime de jalousie à la cour, ou qu'il ait effectivement sali sa réputation à l'Est, le résultat est le même. Il est contraint. Ursicin se doit donc d'accepter la mission trouble que Constance lui confie pour rentrer en grâce à la cour. Pas très glorieux tout ça. Mais parfois, on n'a pas le choix si on veut réussir à Milan. Et du coup, je ne sais plus quoi penser à propos de Sylvain. Mais je n'ai pas un très bon pressentiment. Constance a demandé à Ursicin de retrouver Sylvain à Cologne le plus vite possible et, arrivé près de lui, de jouer à l'innocent, comme si personne n'était au courant à Milan de son coup d'État pour le ramener pacifiquement à la cour. Ursicin doit approcher l'usurpateur et lui signifier que l'empereur le rappelle près de lui pour tirer au clair cette affaire de lettres pendant qu'il le remplace momentanément à la tête des troupes de Gaulle. En gros, on fait mine de ne pas savoir que Sylvain a déjà pris le pouvoir en espérant que, comme Gallus, il va se laisser convaincre de venir de son plein gré voir l'empereur comme un homme honorable. La ficelle a peut-être bien marché avec Gallus, mais Sylvain ne va pas se laisser prendre. D'abord, parce que le problème de ce genre d'entourloupe, c'est que les gens ont un peu de mémoire et que Sylvain a bien cerné le personnage sournois qu'est l'empereur. Donc, même avec beaucoup de bonne volonté, on voit mal Sylvain se dire qu'il a une bonne chance de s'en tirer face à Constance, après que son premier mouvement ait été d'envoyer Apodème contre lui. Et puis, il y a un autre problème. Quand Ursicin arrive à Cologne, il est carrément trop tard en fait. La rébellion bat son plein depuis 3 semaines. La ville est complètement acquise à l'usurpation de Sylvain. Ses légions sont rassemblées et se préparent à partir mener la guerre civile. La rébellion, même provoquée, est devenue une réalité. Et personne, et sûrement pas Sylvain, ne peut croire qu'on pourra passer l'éponge maintenant que l'usurpation est là. Un crime pareil, une fois qu'il est connu aux yeux de tous, ne peut avoir que deux conclusions: la victoire ou la mort. Ursicin comprend donc immédiatement en arrivant en ville que le plan initial de convaincre Sylvain de revenir tranquillement s'expliquer à Milan ne tient plus du tout la route. Mais l'officier est un malin qui lui aussi sait bien jouer la comédie.
Arrivé devant Sylvain, il change complètement son approche et il maintient la fiction initiale de l'ignorance de l'usurpation de Sylvain, mais, laissant tomber son rôle de messager de Constance, fait mine de rallier carrément à la rébellion qu'il prétend découvrir. Ursisin endosse le discours de l'officier dégoûté par Constance et sa cour pourrie de Milan et rentre directement dans le jeu de Sylvain. Ok, donc Ursicin, grâce à ses cours à l'acteur studio durant sa jeunesse, va endormir la méfiance de Sylvain, trop focus sur son usurpation en train de se structurer, pour se demander comment et pourquoi un officier comme lui débarque à Cologne un beau matin. À mon avis d'ailleurs, Ursicin rentre facilement dans son jeu, non seulement pour avoir une chance de mener à bien sa mission initiale, mais aussi pour sauver sa peau, vu le point où il en est arrivé. Et puis peut-être, sans avoir non plus besoin de trop se forcer. Pas sûr que ça soit si difficile en effet pour lui que de critiquer Constance et sa cour d'hypocrites qui tiennent l'Empire en lieu et place de vrais serviteurs comme lui et Sylvain. Après tout, il a accepté sa mission, par devoir et calcul. Rien ne prouve qu'il ait une meilleure opinion que Sylvain de la cour impériale à Milan. Ça serait même l'inverse, si on en croit Ammien Marcellin. Mais il reste encore des gars francs pour lesquels la mission, c'est la mission. En tout état de cause, qu'il joue totalement la comédie ou pas, Ursisin n'oublie pas son objectif premier, c'est-à-dire neutraliser Sylvain. C'est à ce prix qu'il peut rentrer en grâce avec Constance et il a déjà clairement montré qu'il n'a pas peur de ruser si c'est sa seule option. Ursisin ne peut pas juste rentrer à Milan avec un «désolé, ça n'a pas marché» s'il veut garder sa tête sur ses épaules. L'échec n'est pas une option, tout simplement, et plus le temps passe, plus il sait qu'agir va devenir compliqué, voire très risqué. Surtout quand Sylvain comprendra qu'Ursisin l'a baratiné à son arrivée et que la nouvelle de son usurpation était parvenue à Milan bien avant son départ. Alors Ursisin va faire ce qu'il doit faire pour solutionner le problème Sylvain. S'il n'a pas les moyens de le contraindre à se rendre ou de l'arrêter comme criminel, il faut utiliser des méthodes à la sauce Constance II. Lui et ses hommes, qui se baladent tranquillement dans le camp retranché de Cologne, puisqu'ils ont officiellement rejoint la rébellion, profitent de l'effervescence des premiers jours pour mener leur enquête. Et Ursisin finit par détecter parmi les troupes massées à Cologne un groupe de mercenaires réputés pour leur sens moral totalement monnayable. Un groupe d'individus prêts à peu près tout contre la bonne somme d'argent. Une bonne somme qu'Ursisin va leur payer pour une mission toute simple. Au matin du 28 août 355, alors que toutes les légions sont encore au loin ou endormies, les mercenaires encerclent le palais à Cologne, qui se trouve dans le centre-ville moderne. Et le petit commando profite de la pénombre pour égorger tous les gardes. Puis il traque Sylvain, qui tente de s'enfuir à travers son palais et part se cacher dans l'église du complexe, comme le pauvre Constant 5 ans plus tôt d'ailleurs. Mais, exactement comme pour l'ancien empereur de l'Ouest, cette protection ne marche que rarement dans la vraie vie, et particulièrement face à des hommes motivés par le gain. Dans ces derniers jours d'août, alors que la totalité des troupes de la ville n'ont pas compris ce qui se jouait sous leur nez, les mercenaires arrachent Sylvain à la chapelle où il s'est réfugié, et ils l'exécutent sur place. Et ainsi finit la grande révolte de Sylvain, avec la disparition de son instigateur à l'issue d'une rébellion un peu foireuse de moins de 30 jours. Même la fin de Sylvain, le grand général trahi par ses propres troupes contre quelques pièces d'argent, n'est pas très glorieuse. Rien d'étonnant à ce qu'il ne soit pas resté dans nos mémoires, ni ait eu droit à un paragraphe dans les livres d'histoire de nos chers bambins. Un complot stupide, ourdi par des jaloux qui profitent de la paranoïa de Constance pour détruire un homme capable et dévoué. Une cabale absurde dont tout le monde sort perdant. Sylvain, bien sûr, qui meurt, Constance, qui perd un super général, et l'Empire qui se retrouve à nouveau déstabilisé. Une machination où les gentils perdent et les méchants triomphent. C'est ça la morale d'Amiens Marcelin pour cette histoire? Certains spécialistes critiquent un peu cette présentation très épique de la rébellion de Sylvain. Déjà, le complot un peu fantasque avec ses lettres magiques est un peu difficile à croire, comme le grand retournement de situation en public avec le trucage détecté devant la Cour réunie. Et lorsque l'affaire semble totalement découverte, les comploteurs, à commencer par Dynamius, mais aussi tous les autres, ne perdent ni la vie, ni même leur poste. La plupart d'entre eux
continueront leur carrière après la mort de Sylvain. Avec un empereur aussi fourbe que Constance, on a un peu de mal à croire qu'il aurait pu laisser passer une manipulation pareille avec de simples tapes sur les doigts pour les coupables. On ne tranchera donc pas les détails exacts de cette usurpation qui divise encore les spécialistes jusqu'à son existence même. Parfois, la fiction dépasse la réalité Surtout à Rome. et peut-être qu'effectivement, un complot biscornu comme celui décrit par Amiens a bien pu exister après tout. Ou peut-être, plus simplement, comme l'indiquent d'autres textes moins détaillés, Sylvain le trop brillant général a pu faire naître les soupçons progressifs de Constance, soupçons vivement encouragés par ces mêmes personnages impliqués dans le soi-disant complot. Une exacerbation des tensions entre un empereur jaloux et un homme ambitieux, peut-être alimentée par des ragots et des critiques qui ont poussé Sylvain à déclencher une rébellion mal ficelée, rébellion qui lui coûtera la vie. L'usurpation de Sylvain nous est connue en détail par le récit qu'en fait Amiens Marcellin. Un récit épique, plein de rebondissements et franchement digne d'un roman d'espionnage moderne. Il n'est pas impossible qu'une petite ou une bonne dose de romanesque se soit rajoutée par-dessus une histoire un peu plus simple en fait. Celle d'une de ces innombrables usurpations ratées dont le IIIe et le IVe siècle sont truffés, menées par des généraux ambitieux qui savent que la seule légitimité à Rome, c'est le support de l'armée. Sylvain, le jeune officier franc ambitieux et doué, s'est peut-être juste vu trop beau, trop vite, lui à qui toutes les audaces avaient toujours réussi. Un homme pressé qui a cru réussir un coup incroyable avec une armée qu'il croyait fidèle à sa personne. Toute l'affaire Sylvain tient peut-être plus simplement dans cette mauvaise évaluation du soutien réel dont il disposait dans l'armée, sans que forcément on ait eu besoin de pinceau magique. Un coup d'État mal ficelé de quelques semaines, brutalement terminé par des hommes refusant finalement de le suivre. Des hommes encouragés ou non par la duplicité d'un autre officier comme Ursicin, mais qui finalement n'adhéraient pas à une conspiration mal engagée et finissent par trahir leur chef qui veut les embarquer dans une conspiration sans avenir. Il aurait peut-être dû méditer sur l'adage latin dont le grand Auguste avait fait sa devise. Festina lente, hâte-toi lentement, pour dire que certaines choses prennent du temps et que parfois faire bien vaut mieux que faire vite. Mais si on est moins Rome antique, je sais, un con pour un podcast d'histoire au crépuscule de l'Antiquité, on peut aussi se dire que Sylvain a juste fait l'amère expérience d'une vérité universelle. Quand on se comporte en traître et en opportuniste forcené toute sa vie, on ne peut pas être surpris du retour de karma et de finir soi-même victime d'une traîtrise pour les mêmes motifs. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.